Alors utiliser le mot de décroissance, c'est pas quelque chose d'évident aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ce qu'on peut dire, c'est que la notion de croissance exponentielle, aujourd'hui, et il commence à être assez généralement admis que c'est un concept absurde, intenable, que effectivement ça change ça transforme nos visions, ça imprègne nos visions d'une projection dans l'avenir qui est pas réaliste. Alors en fait, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Quand j'ai dit que c'était, on peut depuis quelques années commencer à discuter de ces choses-là de façon un peu sereine. Donc ça fait au moins 50 ans que on sait qu'il y a un problème avec la notion de croissance. La notion de croissance exponentielle. Et le problème, c'est que l'ingénieur est un des vecteurs, un vecteur très important, un chaînage très important de la production et de la reproduction de cette croissance. Isabelle Stengers, que je cite à nouveau, insiste sur la notion de démocratie, d'intégrer la démocratie dans les processus techniques. Comment est-ce qu'on peut s'en servir? J'ai parlé tout à l'heure de réflexivité. Eh bien, une des idées, ce serait de considérer que l'ingénieur aujourd'hui, il est au service essentiellement de processus qui favorisent la croissance. Quelque part, c'est pas vraiment lui qui décide, hein, c'est le système économique et industriel qui construit ça. On pourrait imaginer que, dans notre société, ces processus-là soient rendus beaucoup plus démocratiques, que les citoyens finalement décident des techniques que l'on souhaite développer, et du coup, l'ingénieur, il pourrait se mettre au service de ces décisions-là. Alors j'esquive un petit peu la question, hein, je réponds pas vraiment à ce que l'ingénieur doit être décroissant. Quelque part, c'est pas à moi d'y répondre, c'est pas même à une université de décider si on doit être dans la décroissance. Du coup, on pourrait aussi considérer que c'est pas à une université de décider qu'elle doit être dans la croissance, mais qu'effectivement c'est un choix qui doit être pris démocratiquement par la population. Or aujourd'hui, on se réveille un matin et on découvre que une intelligence artificielle est capable de parler comme un être humain. On se découvre que effectivement on va ensemencer des champs avec des drones ou que les voitures vont conduire toutes seules. Pourquoi pas? Mais par contre, j'ai pas du tout l'impression que la population, les citoyens participent à ces choix, à ces décisions. On pourrait décider plutôt que d'investir des dizaines de milliards dans le développement de l'intelligence artificielle, comme c'est en train de se faire là au moment où je vous parle, au niveau mondial. On pourrait décider à la place d'investir des dizaines de milliards dans des moyens de réaliser de l'agriculture, donc des moyens pour l'agriculture qui soient plus appropriables pour les humains, moins destructeurs pour les milieux naturels. Alors évidemment, c'est des enjeux difficiles, c'est des questions compliquées. Il n'y a pas du tout de réponse simple à ça, mais c'est le principe de la recherche et développement. Et quelque part, je ne sais pas si c'est plus difficile ou plus compliqué, encore une fois, que les développements que l'on peut voir de l'autre côté avec, je continue avec mon exemple de l'intelligence artificielle, mais voilà, on est capable de réaliser des choses extrêmement étonnantes dans certains domaines, et dans d'autres, quelque part, on a l'impression que les avancées, on a l'impression que ces ruptures-là ne se produisent pas de la même façon. Et encore une fois, peut-être que les choix que l'on fait sont largement en cause là-dedans. Je prenais l'exemple des déplacements tout à l'heure, c'est la même chose. Réinventer des déplacements, c'est quelque chose de compliqué. La voiture est devenue extrêmement structurante dans nos modes de vie. Donc réinventer d'autres moyens de déplacement qui nous permettent néanmoins d'avoir une certaine liberté, mais qui soient moins consommateurs, etc. Repenser la mise en commun de ces déplacements sans que ce soit se serrer à 1000 dans une rame de métro, etc. Tout ça, c'est des enjeux extrêmement difficiles, complexes, mais du coup qui relèvent fondamentalement de l'ingénierie. Et donc on pourrait décider démocratiquement que c'est là qu'il faut mettre en priorité nos moyens et que d'autres secteurs d'autres secteurs où on investit massivement aujourd'hui, au contraire, seraient moins privilégiés. Donc est-ce que l'ingénieur doit être décroissant? Ça, il est à peu près certain que c'est pas à nous enseignants d'en décider, ou c'est pas à l'université d'en décider. En revanche, on peut effectivement acter on l'a dit tout à l'heure, mais que la croissance exponentielle du PIB en tant que telle, aujourd'hui, elle est problématique. Et donc, on peut aussi chercher à trouver d'autres moyens de mesurer la croissance ou l'intérêt, on va dire plutôt, du développement technique. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, avec
avec le reste de la société. Alors on peut aller chercher quelques exemples intéressants qui sont à la fois des progrès importants dans nos sociétés, des apports technologiques importants de nos sociétés qui échappent à la croissance. Par exemple, du côté des communs. Eh bien, un exemple tout simple que l'on connaît tous, c'est Wikipédia. Wikipédia, aujourd'hui, c'est une ressource extrêmement importante, qui a beaucoup de valeur pour l'humanité. Wikipédia en français, c'est 10 gigaoctets de données, 10 gigaoctets de données. Ça tient sur 2 DVD. Donc, Wikipédia en français aujourd'hui et Wikipédia mondial, j'ai plus exactement les chiffres, mais disons que c'est un ordre de grandeur de 10 par rapport à ça, ça tient dans une caisse. Donc ça veut dire que les moyens techniques qu'on a, le coût technique, environnemental, l'impact de ce genre de technologie est extrêmement faible et l'apport est extrêmement fort. Et ça échappe également à la valorisation économique, à la valorisation financière. Wikipédia aujourd'hui, c'est pas une start-up, c'est une association, une fondation, c'est géré par des humains de façon collaborative, c'est ce qu'on appelle un commun. Alors j'ai pris l'exemple de Wikipédia, on peut citer d'autres exemples. Par exemple, tout simplement ici à l'UTC, il y a des associations comme Picassoft ou comme Rhizome qui s'occupent de fournir de l'Internet, de fournir du web aux autres étudiants avec leurs propres moyens. Donc ça veut dire eh bien, acheter 2 ou 3 serveurs, les brancher sur un réseau, faire fonctionner ce réseau, installer des logiciels, les rendre disponibles aux autres étudiants, communiquer autour de ça, gérer la maintenance, gérer la modération. Eh bien, toutes ces actions, elles demandent une expertise forte. Hein. On est vraiment là dans du vrai travail d'ingénieur sérieux, mais qui pour autant, eh bien, on peut le considérer comme low technicisé, au sens où il est appropriable par peu de personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de personnes derrière, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de serveurs, etc., etc. Donc on peut travailler sur des compétences et des moyens relativement modestes, mais pour des services eh bien, qui sont assez structurants. Alors dans le monde économique aussi, il y a quelques exemples qui sont en train de se développer, même si évidemment ils sont marginaux. C'est l'exemple des licornes avec 2 O. Par exemple, eh bien, Label Emmaüs qui s'occupe de commerce en ligne, ou Railcoop pour du transport, ou bien Fairphone qui est une des plus connues pour essayer de construire des téléphones portables qui soient plus respectueux, notamment des problèmes posés par l'extraction des terres rares dans les pays africains. Donc voilà, donc ces entreprises-là, eh bien, elles cherchent un modèle différent, elles cherchent à faire une seule chose, en général, à essayer de le faire bien, à tenir compte des problématiques sociales et environnementales. Elles cherchent pas une croissance, voilà, elles cherchent pas à croître, elles cherchent pas à être valorisées financièrement, elles cherchent pas à rémunérer massivement des actionnaires. Donc de ce point de vue-là, je reviens à la question de départ, eh bien, oui, ça peut avoir du sens de chercher des ingénieurs décroissants, ou qui en tout cas qui vont participer à des entreprises et à des projets qui ne participent pas eux-mêmes à la croissance.